Professeur Didier Raoult, pouvez-vous faire un point sur ce que nous savons aujourd'hui de l'épidémie du coronavirus, notamment au vu des données observationnelles récoltées concernant la mortalité? Avec le temps de la réflexion, je pense qu'il est nécessaire qu'on reprenne les choses d'une manière raisonnable et qu'un certain nombre de voies qui ont été prises au début dans l'ignorance soient corrigées maintenant, parce que maintenant nous savons beaucoup de choses et nous avons de plus en plus de données. On a maintenant réalisé 184 000 tests pour près de 80 000 patients, dont 6 000 étaient positifs pour l'assistance publique. Le nombre de décès global, réanimation comprise dans l'assistance publique, était de 165 sur 2,8%. Et ici, nous avons traité maintenant par le traitement associant hydroxychloroquine et azithromycine plus de 4 000 patients. 18 sont morts, donc on est à 4,5 pour 1000 de mortalité, moins de 1,5%. Et il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l'hydroxychloroquine, c'est un fantasme. Il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l'hydroxychloroquine, c'est un fantasme. Ça a mené le plus grand scandale scientifique de tous les temps, qu'on n'a pas fini d'assumer, et qui a montré de cette manière absolument objective que les communication scientifique étaient soumises à des influences et à des choix d'une très grande médiocrité, comme le reste. Et récemment encore, je peux vous dire, il y a deux éléments sur lesquels je sais qu'il y a eu des éléments de censure dans le Lancet. De censurer une donnée scientifique d'observation, ça n'est pas le rôle d'un journal scientifique. Chacun reste à sa place, les scientifiques font de la science, les politiques font de la politique, et ils le font à partir de données scientifiques. S'ils n'ont plus de données scientifiques fiables, alors, tout ça, c'est juste du contrôle, c'est juste du pouvoir d'imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur de la connaissance, mais qui sont basées sur des convictions. Tout ça, c'est juste du contrôle, c'est juste du pouvoir d'imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur de la connaissance, mais qui sont basées sur des convictions. Je pense que c'est extrêmement clair que le degré de manipulation des journaux scientifiques de plus haut niveau, et plus ils étaient de haut niveau, plus ils étaient la cible de la manipulation, bien entendu. Si vous publiez dans un journal marginal, les gens se fichent de ce dans quoi vous publiez. Mais quand vous publiez dans les meilleurs journaux du monde, la pression qui est exercée sur eux est absolument considérable. Où est-ce que nous en sommes donc en termes de cas, de rebond, de reflux? On a surtout un rebond du nombre de gens testés. On a surtout un rebond du nombre de gens testés, mais d'une manière très intéressante, il y a un peu plus de jeunes que ce qu'il y avait avant, mais pas seulement. On avait l'impression au début que c'était surtout les jeunes, on a l'impression parce que les jeunes sont, maintenant, après quelques mois de confinement, ils ont envie de retrouver une vie normale, de se rencontrer, d'avoir une vie sociale, et ils ne respectent pas toujours, ce que je peux comprendre, les distances de précaution, parce que la vie doit continuer. Ce qui est très intéressant, très intéressant, c'est que depuis début juin, nous avons eu 1000 cas diagnostiqués. Sur ces 1000 cas diagnostiqués, une seule personne est morte, et c'est quelqu'un qui était en fin de vie, pour lequel le Covid a un rôle qui était marginal ou négligeable. C'est-à-dire que là, on est encore en dessous des 0,45 pour 1000, on est là on est à 1 pour 1000 au pire. J'avise mes amis méthodologistes pour pouvoir démontrer que quelque chose est égal ou supérieur au traitement que nous avons mis, pour lequel nous avons une mortalité actuellement de 0,45%, donc 4,5 pour 1000. Il faudrait faire une étude randomisée avec 67 000 personnes 43 000 personnes 2 fois, pour pouvoir démontrer qu'il y a une différence de 1 pour 1000. D'accord ? Donc c'est impossible à réaliser. Donc le traitement de référence, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Et on ne pourra pas démontrer qu'un traitement est supérieur à celui-là. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. L'efficacité thérapeutique de ce traitement est intéressante. Nous venons de finir un travail qui n'est pas encore publié, que l'on a réalisé avec les hôpitaux de jour dans les EHPAD de Marseille, pour lesquels on a commencé à tester les gens massivement. Et alors, d'une manière intéressante, la mortalité chez les gens qui ont été traités est de 14,4%. Celle chez les gens qui n'ont pas été traités est de 27,8%. Et ce chiffre de 27,8% des gens non traités dans les EHPAD à Marseille est à peu près le même que celui de la mortalité française, qui était au 2 juin de 27,7%, c'est-à-dire 10 000 personnes qui sont mortes dans les EHPAD, la plupart du temps sans traitement. Ce qui veut dire que si on peut extrapoler, si on peut
Imaginez que le traitement prescrit à Marseille ait donné les mêmes résultats dans tout le pays, ceci aurait fait 5000 morts de moins. Imaginez que le traitement prescrit à Marseille ait donné les mêmes résultats dans tout le pays, ceci aurait fait 5000 morts de moins. Monsieur le Président, si vous étiez testé positif au coronavirus, si vous aviez des symptômes, est-ce que vous prendriez de la chloroquine? Non. 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 Mais en l'espèce, vu notre degré de connaissance, de ce que j'ai compris quand même de la science, c'est qu'il n'y avait pas de traitement stabilisé. Donc s'il n'y a pas de traitement, je ne vais pas en prendre. Je pense que actuellement, le fait d'avoir un moratoire, une réflexion de base sur l'utilisation de ce traitement, en particulier chez les populations à risque, alors qu'on connaît ses inconvénients, que l'on sait qu'il n'y a pas eu d'accident grave, tout ça était un fantasme, de prendre la mesure de ça et de proposer, en particulier s'il y a de nouveaux cas, à l'avenir, un traitement efficace, demande vraiment une réflexion que j'espère qu'on mènera. La mortalité telle qu'on la voit maintenant est de même nature que celle des autres coronavirus, de même nature que celle des autres coronavirus que nous diagnostiquons jusqu'à présent, sur lequel on a fait quelques milliers de tests, qui est entre 0,8 et 1%, comme dans les infections respiratoires dont on a l'habitude. Donc, ça ne représente pas quelque chose qui est significativement différent, mais pour lequel je pense qu'au moins pour les personnes à risque, dans lesquelles il y a une mortalité, il existe une stratégie thérapeutique. Les données chiffrées, je pense, méritent une analyse cette fois-là qui soit dépassionnée. Et si on regarde ce qui s'est passé en France, il y a des zones qui n'ont pas été touchées, dans lesquelles, bien entendu, la mortalité est très faible. Et on peut dire que entre les années 2019 et 2020, il y a toute une série de zones en France dans lesquelles la mortalité n'a absolument pas changé, pas du tout. En revanche, la zone dans laquelle la mortalité a frappé de la manière la plus violente, c'est l'Île-de-France, dans laquelle il y a une mortalité qui a augmenté de 40% entre 2019 et 2020 pour les mois qui encadrent cette zone. La mortalité concerne essentiellement les gens qui ont plus de 65 ans et dans la moitié des cas, des gens qui ont plus de 85 ans. Mais on peut voir que, pareil, en Île-de-France, la surmortalité commence à partir de 25 ans, alors que dans la région de PACA, elle commence à partir de 75 ans. On regarde ça, nous, dans l'analyse que l'on a entre Marseille et Paris, où on voit qu'il y a une surmortalité des plus jeunes en Île-de-France. La proportion des gens qui ont moins de 60 ans qui meurent est plus importante en Île-de-France et à Paris que ce qu'elle est dans le reste de la France. Donc ça ne peut pas être lié à la fréquence, puisque c'est la proportion des gens jeunes. Ça témoigne de la prise en charge. Et donc il y a une réflexion à avoir sur la prise en charge. Peut-être que c'est trop centralisé, ou que c'est trop gros, ou que les situations ont été trop passionnelles et pas suffisamment pragmatiques, mais il s'est passé quelque chose sur lequel il faudra bien faire le point à un moment ou à un autre. Je suis très content que ce soit un collègue parisien, le professeur Jarlier, qui est à l'assistance publique de Paris, qui montre ces données de corrélation. Et parmi les corrélations qu'il a testées, la seule corrélation pour laquelle il est testé entre la mortalité dans un pays et une action, c'est la précocité de la mise en place des tests. J'ai toujours dit qu'il faut mettre les tests en place très très précocement parce que on ne peut pas prendre en charge les maladies infectieuses sans faire des tests de diagnostic. Enfin, il faut faire attention aussi aux tests diagnostiques parce que les tests diagnostiques ont une qualité qui dépend, en particulier la PCR, de la qualité de l'interprétation et de la qualité du test. Donc nous, sur les gens que l'on reteste, qui ont été positifs, et donc on a eu 838 personnes depuis le 1er juillet qui sont arrivées avec des tests positifs à l'extérieur, eh bien, on a trouvé que 21% d'entre eux étaient en fait négatifs. Donc ça veut dire que simplement il faut faire attention. On a mesuré, nous, la significativité de la PCR en la comparant à la culture et en quantifiant ce que cela signifiait. Et donc, quand on est au-delà d'une certaine courbe, on appelle les CT, qui pour nous sont à 35, eh bien, il ne faut pas interpréter ça comme des résultats positifs, parce que ça n'en est pas. D'accord ? Donc, il faut faire attention, ça représente une molécule ou moins d'une molécule par test. Donc, ça n'est plus significatif, ça n'a pas de signification. Alors, donc, il faut faire attention à ces interprétations, et il faut faire attention à vérifier les résultats positifs avant de prendre des mesures drastiques. Et encore une fois, pour nous, dans l'ensemble, sans trier entre les différents laboratoires, il y en a 1 sur 5 qui est un faux positif. Donc, il faut faire attention à pondérer l'ensemble de ces données. Il faut dédramatiser cette situation, redevenir pragmatique, reprendre les faits tels qu'ils sont, arrêter de passionner les débats en disant qu'on est pour ou contre. C'est pas de la politique qu'on fait là, c'est du soin, c'est pragmatique. On tient compte des données au fur et à mesure qu'on les apprend. Et il ne faut pas avoir honte de changer d'avis si on s'est trompé. Il faut apprendre à se méfier de l'emportement
idéologiques, y compris médicamenteux. Ceci restera dans l'histoire de la médecine, et je pèse mes mots, on parlera encore dans un siècle de l'histoire qui a fait penser dans le monde que l'hydroxychloroquine pouvait tuer entre 10 et 30% des gens quand elle était prescrite. Personne ne pourra croire qu'il s'est passé une crise de cette nature-là, tellement elle est folle. Donc qu'est-ce qui a rendu tellement les gens fous à ce moment-là, qu'ils ont été pris à croire qu'une molécule qui avait 70 ans, qui a été prescrite à 1 ou 2 milliards de personnes, totalement était devenue un produit incroyablement toxique, c'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir. Merci. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. C'est le peuple qui la décide.